avec Christian Martin dans You Talking to Med, le podcast de Nexialist sur les acteurs du DM. Une série de podcasts qui veut mettre en avant des personnes connues ou moins connues qui font le sel de l'innovation en France dans le domaine de la medtech. Rencontre aujourd'hui avec un jeune retraité, encore que ce terme ne lui convienne pas tout à fait, tant il est encore actif. Actif dans le monde du DM, il continue d'apporter son expertise, sa vision à de jeunes entrepreneurs. Il est impliqué notamment en tant que board member dans une start-up byzantine, mais il est aussi actif dans le monde de l'art et plus spécifiquement dans l'art africain. Il n'est pas rare de le voir sillonner les expositions à la découverte de nouveaux talents. Christian Martin, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un homme entreprenant. Il a longtemps dirigé Schiller France, belle entreprise alsacienne nichée dans la petite ville de Wissembourg, à quelques kilomètres de la frontière allemande, où sont conçus et fabriqués les défibrillateurs de la marque. C'est aussi un homme engagé, politiquement, et qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je me souviens bien, lors d'une édition de la rentrée du DM, ses interventions qui n'avaient laissé personne indifférent. Les hasards de la vie me l'ont fait croiser une première fois à Statis, où il était en visite et où j'avais pu échanger avec lui. Quelques jours après, il m'appelait pour savoir si parmi mes jeunes, il y avait une personne qui pourrait être intéressée par un stage dont le sujet était l'enregistrement d'un produit sur le marché chinois. Il se trouvait que parmi mes étudiantes du master qualité se trouvait une jeune femme d'origine chinoise. L'étudiante y a réalisé un magnifique travail. J'ai eu la chance de la suivre à cette occasion et de visiter ainsi Schiller. À cette occasion, j'ai pu prendre la mesure de l'empreinte de Christian sur cette entreprise. Nous sommes restés en contact au gré des besoins en ressources humaines de Schiller ou lors de la rentrée du DM. Et quand en 2018, je rejoignais Nexialist, j'en profitais pour aller lui rendre visite en compagnie de Vincent Casteras. À son invitation, nous sommes allés dîner ensemble et c'est là que j'ai mieux apprécié le bonhomme. Son parcours est passionnant. La soirée passée à l'écouter sur ses différentes expériences m'avait emballé. Il a dirigé Schiller, certes, mais aussi Contron, et il a été membre du conseil de surveillance du Monde. Oui, oui, ce quotidien de référence. Bref, discutons de tout cela avec lui. Bonjour Christian. Bonjour Florent. Comment vas-tu? Écoute, très bien. Merci pour cette belle introduction. Merci à toi flatteuse, peut-être un peu trop flatteuse, mais... Non, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, comment tu te qualifies, toi, aujourd'hui? Alors, essentiellement comme un entrepreneur engagé pour la profitabilité et le développement des entreprises que j'ai pu accompagner, soit comme collaborateur, soit comme dirigeant, et un homme engagé dans la vie de la cité. Engagé dans la vie de la cité, tu peux nous en dire plus? Ou pas? Engagé dans la vie de la cité, c'est un peu aujourd'hui ce concept qui est développé depuis quelques années d'entreprise à mission. L'entreprise a pour rôle naturellement de faire du profit, mais elle est aussi et elle a le devoir d'être engagée pour son environnement, hein, d'où les normes ESG, mais pas que, également sur la qualité des modes de collaboration de ses équipes qui doivent être heureux au travail, y participer avec allégresse et leur donner, si possible, un sens à ce qu'ils font chaque jour en venant travailler. Moi, c'est vrai que ça m'avait choqué quand j'étais venu pour la première fois chez Schiller. C'est effectivement, on a envie de rester dans cette boîte. Ça arrive pas tous les jours où, quand je visite, parce que j'ai eu la chance de visiter de nombreuses entreprises, quand on rentre, on se dit, tiens, ça doit être sympa de bosser dans cette boîte. Je me souviens des citations que tu as mis sur les murs de l'entreprise. Je me souviens de la zone de divertissement, entre guillemets. Enfin, bref, il y avait plein d'éléments qui me faisaient dire que ça doit être bien d'être salarié de Schiller. Mais outre le fait, est-ce que à Wissembourg, quel était ton rôle en plus d'être, est-ce que le rayonnement de Schiller allait au-delà aussi de l'entreprise en elle-même? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis peut-être pas très clair, mais tu t'investissais aussi dans la ville, dans Wissembourg? Alors bon, quand t'es dans une entreprise, effectivement, je pense. Alors, d'abord, il y a quand même un des points, parce que tu disais les points d'attraction de l'entreprise. Alors, depuis un certain nombre d'années, nous avons euh, euh, un véritable sujet, tu le sais, de recrutement des collaborateurs, et notamment ceux que nous cherchions à Wissembourg,
est essentiellement des ingénieurs soft, hardware, haute tension, basse tension, électronique. Wissembourg, tu le disais, à la frontière allemande, c'est pas forcément un atout. D'abord parce que c'est loin de relativement loin de Strasbourg, 70 kilomètres. Donc avec une liaison ferrée qui n'est pas des plus performantes. On va pas parler ici des problématiques d'infrastructure ferroviaire, mais également de la concurrence salariale avec l'Allemagne, donc qui est un vrai sujet. Vous en savez aussi quelque chose à Besançon. Et donc, ça nécessite de faire des efforts pour attirer et garder les meilleurs éléments. Quant à notre participation dans la vie, je disais la vie de la cité, c'était au sens large du terme, mais cité ou ville dans laquelle est installée l'entreprise. Alors, naturellement, nous avions pris l'habitude de sponsoriser le festival de musique classique qui a une très bonne renommée, je dirais régionale. Quand je dis régionale, c'est Allemagne comprise, hein. Ouais. Et pour nous, la région, c'est pas le Grand Est ou l'Alsace elle-même. Et donc, nous étions sponsors de ce festival et également à Strasbourg d'une association de photos qui s'appelle La Chambre. Et donc nous avions deux activités de mécénat et ça nous semblait indispensable, d'abord pour être visible à Luxembourg et aussi pour permettre au personnel finalement de s'initier à la musique classique, ce qui n'est pas forcément acquis, même pour moi. Et puis bon, la photo c'est plus sexy parce que c'est moins fatigant et c'est voilà et ça peut bien plaire. Ce qui fait qu'on a d'ailleurs organisé des expositions de photos dans l'entreprise elle-même. Alors, moi, je sais que lors de cette soirée dont je parlais en introduction, où j'avais appris à mieux te connaître, tu m'avais parlé de ton parcours. Est-ce que tu pourrais résumer un peu ton parcours euh, Oui, alors bien sûr. Alors en même temps, pardon? Non, vas-y, je t'écoute. Non, 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 je dis alors quand je fais mon parcours, parce qu'en fait finalement c'est une histoire de 45 ans dans le medical device, Ouais. et je me suis interrogé au regard du chemin parcouru, s'il n'était pas un voyage ethnographique depuis 1979, parce que c'est en 1979 que j'ai commencé à travailler, tant sur l'évolution sociale et économique de la France, et singulièrement de l'évolution de l'industrie du medical device. Puis on en reparlera, parce qu'on parlera des startups, etc., j'imagine. Bon, alors, pour moi, c'est si la compétitivité d'un pays elle se définit par sa capacité à tirer avantage de son intégration internationale dans le but d'améliorer sur le long terme le niveau de vie de l'ensemble des citoyens, alors là, de ce point de vue-là, mon cher Florent, je dois te dire que la France est passée 79 que j'ai commencé à travailler aujourd'hui de la 6e place en termes de PIB par habitant à la 26e place. Alors autant dire un déclin significatif qui n'est manifestement pas terminé avec les récentes crises qu'on a mis en exergue, notamment par la puissance chinoise, qui est impressionnante, c'est de nombreux domaines dans le domaine, et notamment dans le medical device, on va aussi en reparler, hein, parce que là, on a des nouveaux concurrents, et bien sûr les États-Unis qui écrasent l'ensemble de l'Europe. Alors, si je reviens à 79, dans mon premier poste de promoteur des ventes dans une entreprise qui s'appelait MMS, et elle était une filiale de Sanofi, filiale elle-même d'Elf, entreprise nationalisée et installée à Pau. Et ce qui Oh, n'est Pau qui n'est pas Pau, oui, dans le Béarn, qui n'est pas d'accord. Ok. particulièrement connu pour son expertise industrielle ou médicale. Mais à Ouais. Pau, Florent, tu sais ce qu'il y avait? Il y avait du gaz, un très gros gisement de gaz en phase d'épuisement et donc un bassin d'emploi à redéployer. Je vais te raconter ça parce que c'est quand même intéressant si tu m'y autorises. Ah bah bien Euh, sûr, oui. euh, et donc Elf, à l'image d'un pays bureaucratique et centralisé, pensait qu'il suffisait d'acheter une multitude d'entreprises sans cohérence et synergie aucune et les délocaliser à Pau, sur le papier, sans tenir compte des hommes. Alors ainsi, Elf ou Sanofi achètent les stérilisateurs Teno, dont je suis sûr que nombreux auditeurs savent de quoi il s'agit. Teno fabriquait ses stérilisateurs à Paris. Les respirateurs et les couveuses MMS, qui étaient à Chelles dans le 77. Le matériel d'urgence Erox, qui était à la Roche-Migène.
et les pompes péristatiques Loged et laboratoire Loged, qui ne doit plus exister aujourd'hui, qui a dû sûrement être racheté. Moi, à ce moment-là, je promeus le matériel d'urgence, dont Ambu, tiens, Ambu, dont nous étions les distributeurs auprès d'un réseau justement de distributeurs. Et c'est à ce moment-là que je découvre une petite start-up suisse, la société Schiller, qui avait développé le plus petit moniteur cardiaque adapté aux urgences. Manifestement, cette découverte marquera mon parcours professionnel. Mais je l'ai terminé avec MMS. L'entreprise est cédée en 1900, parce que je te dis un voyage ethnographique, donc c'est pas pour rien. Alors l'entreprise, elle est cédée en 93 Mais tu par. fais quoi là? Tu fais quoi chez MMS, Christian? C'est quoi ton rôle? En fait, je distribue le matériel d'urgence auprès de distributeurs d'un réseau de distribution qu'on a sur l'ensemble de la France. Je suis vendeur, si tu veux. Je suis vendeur auprès de distributeurs. Voilà. D'accord. Et donc, comme il y a Ambu, enfin, il y a le matériel Eroc, si tu veux. Il y a Ambu que tout le monde connaît, donc qui est notamment connu pour son ballon de réanimation. C'est d'ailleurs, Ambu est devenu un nom propre, quasiment. Et c'est là, en fait, où j'ai ce contact, et c'est là où je vois la première machine Schiller, qui est un tout petit moniteur, que tu as peut-être vu, qui est en fait, qui s'applique sur le thorax du patient avec une tripode, et qui permet de donner un ECG. Mais c'est vraiment la plus petite machine au monde. On pourrait croire qu'elle est japonaise. Non, non, elle est suisse. Voilà. Et donc, là, je rencontre cette entreprise. Mais quand même, je vais terminer cette histoire avec MMS parce qu'elle est assez révélatrice de l'évolution de notre pays. Hein. Alors, en 93, ça vaut plus rien parce que c'est le chaos, parce que pas grand-chose fonctionne. Elle est vendue à un homme d'affaires libanais qui finalement assez astucieusement développera l'entreprise en lui donnant une cohérence produit autour de la marque Erox et avec une vraie stratégie. Donc en fait, tu veux, il supprime tout ce qui marche pas et puis se concentre sur les respirateurs d'urgence, de la marque Erox, qui contenait aussi des aspirateurs de muscosité, enfin bon, pas mal de choses. Il introduit l'entreprise en bourse, donc très bien. Et en 2006, Taiko, qui à cette époque, je ne sais pas si tu te souviens, rachète à peu près tout ce qui respire, hein, qui deviendra ensuite Covidien. Il vend cette boîte et il fait une plus-value de la part qu'il a de 36 millions d'euros. Voilà. Prenant soin, quand même, au préalable, de s'expatrier en Belgique, Florent. Franchement, chapeau l'artiste. Bon, voilà. Alors, Covidien, avec 36 millions en 10 ans. Et Covidien, donc, qui reprend, Taïko ou Covidien, qui reprend cette entreprise. Alors, quant à eux, ils délocalisent l'entreprise de Pau, de ce qui reste des respirateurs, et qui était profitable, donc, en Irlande. Voilà. Pau est mort. Elf n'aura réussi qu'à rendre notre homme d'affaires libanais riche. Voilà. Alors, c'est quand même un succès extraordinaire. Alors, voilà. Alors, moi, évidemment. Comment tu te retrouves chez Schiller? Et comment tu te retrouves chez Alors, Schiller? pardon, répète-moi ça. Comment tu te retrouves chez Schiller? Alors, je me retrouve chez Schiller, c'est qu'en fait, finalement, en 81, je quitte MMS, donc j'y serais resté que 3 ans, et je quitte MMS avec la carte en but, justement. Donc en but, urgence, et je rentre dans une société qui s'appelle LSA, qui est très spécialisée dans le domaine de l'anesthésie-réanimation, et qui appartenait à cette époque au groupe Smith Industries. De nouveau, on pourra en parler, une entreprise étrangère. Quand je dis étrangère, je ne stigmatise évidemment pas les groupes étrangers, mais simplement dire que on pourra prolonger éventuellement la discussion sur ce sujet-là. Quand les centres de décision ne sont pas en France, évidemment, c'est jamais très bon. Voilà. Et c'est là qu'en 83, si tu veux, que je commence à distribuer les équipements Schiller. Bien sûr, dans le domaine de l'urgence, là, des petits moniteurs dont je te parlais, mais aussi un premier ECG 3 pistes, parce que Schiller, en fait, s'est lancé dans l'électrocardiographie de repos. Hein, les machines que tu trouves chez ton cardiologue ou chez ton médecin généraliste. Voilà. Et vendre un ECG, Florent, à un cardiologue ou un médecin généraliste d'une marque inconnue, je te promets que c'est un sacré challenge. Voilà.
Ok. Et alors c'est d'autant un challenge, si tu veux, que LSA, qui était une boîte vraiment très technique, avec des gens Et donc qui... là, tu es en région parisienne. Là. absolument, LSA est à Paris. Et d'ailleurs, ils sont issus, figure-toi, si je veux faire un peu sourire, te faire sourire ou faire sourire l'auditoire des personnes qui écouteront ce podcast, LSA est issu de l'industrie pétrolière. Et ce sont des spécialistes vraiment de l'anesthésie-réanimation. Ils sont très forts, ils distribuent une multitude de respirateurs, d'anesthésie ou de réanimation. Et est-ce que tu peux me dire la relation entre l'industrie pétrolière et l'anesthésie-réanimation? Le plastique. Tu sais? Non? Non, 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 je sais Non, pas. non. Eh, ce sont les tuyaux. Ah, oui. Il faut, quand tu es dans l'anesthésie, il y a une multitude de tuyaux. Ça s'est aujourd'hui un peu amélioré, mais avec des tas de pas qui sont pas identiques, anglais, américains, parce que les machines viennent de partout, sauf de France. Et donc, c'est bourré de tuyaux qu'il faut raccorder les uns et les autres. Et en fait, ce groupe qui avait commencé au Havre, dans le pétrole, s'est dit, ah ben non, on va faire de l'anesthésie, il y a aussi des tuyaux. Et le médical est promis un grand avenir. C'est comme ça qu'ils ont atterri dans le médical. Et donc non, mais c'était une boîte qui était très très sympa où j'ai beaucoup appris. Mais c'est une entreprise qui n'avait pas d'argent. Et donc, si tu veux, à chaque fois, comme là, j'étais chef de produit, et à chaque fois que je demandais des moyens pour participer à un salon, pour faire une campagne de promotion, de pub, un mailing, ou à l'époque, il n'y avait pas de mail, si tu veux, il y avait pas de moyens. Alors, finalement, c'était un peu lassant. Néanmoins, j'avais noué des liens privilégiés avec la société Schiller, qui était amicale, d'autant plus que je parle allemand. J'allais dire je parlais, non, je parle toujours. Euh, et finalement, un jour, je me retrouve à Jersey, donc l'île anglo-allemande, anglo-normande, pardon. Et j'apprends que, figure-toi, que le leader mondial de l'ECG, qui était Marquette, maintenant dit Marquette G, qui était alors distribué par une boîte qui s'appelle Contron Instruments. Et donc, évidemment, j'appelle la Suisse. Je leur dis, écoutez, il y a Marquette qui crée sa propre filiale en France, donc Contron perd une grosse carte de distribution. Ne faudrait-il pas les contacter? Et là, on saisit, on voit que nous avons une opportunité à saisir. Donc, je prends contact avec Contron Instruments. Il y a une première rencontre et finalement, je suis amené à les rencontrer entre guillemets secrètement un samedi. Je sais que je joue gros là, hein. Je joue gros notamment parce qu'il faut que chez LSA, j'avais pas un très gros revenu, si tu veux. J'avais un salaire très 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 moyen, pour pas dire oui moyen. Et donc là, je me dis bon, j'ai vraiment une opportunité pour proposer cette carte de distribution à Contron, et ça pourrait beaucoup aider le développement de Schiller. Et donc pour l'anecdote, donc j'ai pris rendez-vous samedi, mais comme je suis pas très riche ou pas encore très riche, Florent, et je roule avec une Renault 14 pour Ouais. rentrer plus tard, et je me dis mais À je peux toi. pas me pointer un samedi où le parking est vide avec une voiture pourrie. Et donc, je vais au garage Renault de Joinville-le-Pont pour voir s'ils peuvent pas me prêter ou me louer une voiture plus luxueuse. Et Il faut effectivement, beau. ils ont la gentillesse de me prêter une Renault 30, 6 cylindres, etc. Et donc, je me pointe à Montigny-le-Bretonneux pour avoir cet entretien avec le président directeur général et le directeur du médical. Voilà. Ok, mais c'est marrant que tu me parles de Montigny, le Bretonneux et le Contron, parce que c'est effectivement une entreprise que j'avais visitée moi aussi, mais c'était au Ah, tout début des années 90, donc là on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et donc là tu te retrouves après chez Schiller, et avant de parler de Schiller, et peut-être je te réinterrogerai sur Schiller par rapport notamment aux évolutions réglementaires, et puis on axera peut-être plus la discussion là-dessus, mais dans ton parcours, il y a un point moi, que je trouve absolument passionnant, puis qui est très très surprenant et qui est complètement différent des autres personnes que j'interroge. C'est ton rôle au sein du quotidien Le Monde.
comment tu es venu à être dans le conseil de surveillance du Monde? Comment ça s'est passé, ça? Ça m'intéresse. Non, ben oui, mais pas tout le monde me pose la question je réponds tout simplement, j'étais candidat. Donc, Ah ouais. en fait, Tu étais lecteur, tu étais un grand lecteur du Monde, et puis tu te dis, je veux participer à cette... alors, à- c'est ça, absolument. Alors, effectivement, depuis, j'ai eu un peu une jeunesse singulière où j'ai pas beaucoup été à l'école. Et donc, mais par contre, mon papa, tous les soirs, qui était cheminot, quand il revenait du bureau, ramenait le journal Le Monde. Et donc, en fait, le seul plaisir que j'avais, c'était de lire le Monde. Et donc, je me suis souvent isolé avec le journal Le Monde. Alors, ce qui amène une caractéristique, c'est que, en fait, d'abord, tu apprends à lire. Bon, ça, c'est bien. Ensuite, quand tu sais lire, tu sais un peu mieux écrire. Et puis surtout, ça développe une culture générale, euh, bon, bah, qui finalement me sera très utile dans ma vie. Et donc, je rentre, finalement, à l'époque, il y avait une société, enfin, elle est toujours existante, hein, il y avait une société des lecteurs qui était cotée en bourse. Et donc, j'achète des actions de la société des lecteurs, qui était dirigée par Alain Minck, qui a été l'initiateur en 1985 d'un plan de recapitalisation du journal auquel ont participé les lecteurs avec beaucoup de succès. Et Alain Minck avait réorganisé le capital du journal pour que les journalistes, pour amener bien sûr des capitaux nécessaires à sauver le journal et à le développer, et à permettre de garder aux journalistes le pouvoir qu'ils avaient. Donc c'était et donc bon ben de là finalement j'ai été candidat à un moment au conseil d'administration de la Société des lecteurs. euh, on m'a appelé, j'ai rencontré Alain Minck pendant oui, une heure dans ses bureaux de Georges V. Et finalement, il me dit, bon, ben, ok, puis on m'a rappelé, puis en fait, j'ai été audité par le conseil d'administration de la Société des lecteurs, et j'ai été désigné pour être présenté à l'Assemblée générale. Et donc, au fur et à mesure, bah, tu apprends dans cette société, tu apprends comment fonctionne la presse, tu te crées des convictions fortes sur ce qu'est l'indépendance de la presse et du rôle qu'elle peut jouer dans une Une démocratie. société. Et de là, bon, ensuite, je sais pas si si t'as suivi l'actualité ou si tout le monde a suivi l'actualité, mais il y a eu un fameux bouquin sur le journal Le Monde ça a amené un tumulte où Plenel, Alain Minck et le directeur de l'époque finalement ont dû quitter un peu forcer le journal. Et donc ensuite il y a eu un successeur à la Société des lecteurs et à un moment j'ai prétendu challenger le président de la Société des lecteurs lors d'un renouvellement et j'ai été élu. Et quand tu es élu à la présidence de la Société des lecteurs, tu accèdes au conseil de surveillance du journal Le Monde par de droit. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ça s'est passé aussi à un moment où le journal a de nouveau été en difficulté après les événements que j'évoquais et d'une recapitalisation. Donc ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance finalement sur le plan humain parce que c'était une expérience absolument extraordinaire. Le journal avait besoin de plus de 100 millions de 100 millions d'euros. Et nous avons été donc recapitalisés après une bataille hippique entre POP et BNP. Alors BNP, ce n'est pas la banque, ça veut dire Berger, Niel, Pigasse, et POP, c'est Prisa, Orange, Perdriel. Et donc, et c'est BNP, donc Berger, Niel et Pigasse qui ont gagné. Je me suis rangé du côté effectivement de cette équipe qui donnait la majorité de garanties sur le maintien de l'indépendance journalistique du journal, avec une multitude de garanties, notamment
sur les droits de la propriété de la marque, sur la nomination du directeur du journal qui doit absolument avoir l'approbation de la société des rédactions, de la société des rédacteurs, et une multitude d'autres droits associés, à un tel point, figure-toi que pour pas être dilué, Pierre Berger, celui qui a créé, enfin, pas tous les auditeurs connaissent, alors mais c'est celui qui a accompagné Yves Saint-Laurent dans le développement de ses affaires, les bibliographies, notamment 2 films à son sujet. Mais simplement pour te dire, c'est pour ne pas être dilué dans le capital, il m'a proposé, il nous a donné 10 millions d'euros. Ouais. Donc anti-dilution, parce que bien sûr je le vois, je dis monsieur, nous on veut pas être dilué, on veut avoir une minorité de blocage, etc. Et donc effectivement, il me dit ah mais très bien monsieur Martin, ce que je vous propose c'est de vous donner 10 millions d'euros. Voilà. Enfin, pas à moi, mais à la société des. Ouais. Voilà. Ok, Voilà. très bien. Et bon, là, donc, et puis donc la suite des événements, finalement, bah, on la connaît puisque le journal s'est développé et je n'ai pas entendu à ce jour un journaliste ou quelqu'un contester la liberté qu'ils avaient de s'exprimer dans le journal. Ouais, Donc, complètement. qui Et est ça, aujourd'hui ça quand tient même bien dominé d'accord. par Xavier Niel, qui a créé une fondation pour en fait sanctuariser le capital du journal. Elle n'est pas idéale, mais c'est mieux que rien, et c'est peut-être mieux que d'être dans le groupe Bolloré, mon cher Florent. Et ça représente combien d'années de ta vie, ça, cette activité au sein du... Ben alors, ben, si tu veux, bon, d'abord c'est une activité qui est pas rémunérée, hein. Alors Ouais. Et t'as tu quel ça, âge, en fait, t'as quel âge quand tu te lances dans quand j'ai quel aventure? âge? Attends, je ne sais plus. Trentaine d'années? Non, non, je rentre au conseil. Non, non, je suis en 98. Donc 98, ça fait non, j'ai 40, j'ai 40, oui, une quarantaine. Et donc je quitterai en 2013. Je suis obligé de Ouais. prendre mon poste. Ben oui, parce que la difficulté, donc la recapitalisation a lieu en 2010. Je suis élu président en 99 au conseil de surveillance. Et en 93, je donne ma démission parce que je suis de retour en 2000, oui, 2012, 2013, 2013, parce que je suis de retour à Wissembourg en 2012. Ouais. Et donc, d'être à Wissembourg et d'être au conseil de surveillance du journal Le Monde, le problème, c'est que les réunions, donc je dis à Monsieur Louis Dreyfus, qui dirige toujours le journal, je dis lui, je ne suis libre que le lundi, parce que j'avais prévu de me rester à Paris le lundi et puis de machin. Et évidemment, la première réunion et le premier rendez-vous qu'on a à 19h le lundi, je reçois un SMS pour me dire, Christian, je suis désolé, est-ce qu'on peut reporter au lendemain? Non, non, on ne peut pas reporter parce que je travaille. Et quand Pierre Berger te sollicite pour un rendez-vous, c'est une convocation. C'est pas Pierre Berger te Tu n'as dit pas le droit, tu n'as pas le droit de refuser. veuillez la gentillesse de venir me voir telle heure, tel jour, machin, etc. Et tu peux pas dire non. Si, voilà. Et donc, en fait, c'était plus compatible. Et entre mon travail et puis évidemment une activité qui n'était ni rémunérée ni bon, c'est beau sur. Enfin, je sais même pas si c'est beau sur le CV, mais enfin bon, j'en ai jamais fait l'usage ni même tiré un intérêt quelconque. Mais enfin, en tout cas, c'était Non, évidemment mais c'est passionnant. l'intérêt personnel, enfin, Voilà, je trouve ça passionnant. voilà, exactement. Ouais, je trouve ça Exactement. passionnant. Ok. Alors, on va revenir sur ce qui nous intéresse, donc le monde du dispositif médical. Comment tu vis, toi, aujourd'hui? Alors, même si, mais tu l'as quand même vécu de plein fouet, parce que ça fait pas très longtemps que tu as arrêté la présidence de Schiller France, mais comment tu vis l'évolution réglementaire? Comment tu l'as vécu et comment tu le vis encore? Alors, d'abord, comment je l'ai vécu, c'est j'ai conscience qu'elles sont utiles, euh, 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 notamment enfin, essentiellement, de mon point de vue, pour la sécurité des dispositifs qui sont mis sur le marché. Comme tous les entrepreneurs, je la trouve excessive.
Mais en termes de dirigeant d'entreprise, j'ai toujours dit qu'il fallait en faire un instrument en notre faveur. Donc de pas la prendre comme une contrainte, parce que ça rend les choses très très douloureuses, mais au contraire en faire un outil d'amélioration permanente de la qualité, et si possible, et si possible, finalement, si on est bon dans les affaires réglementaires, en profiter pour créer une barrière réglementaire, c'est-à-dire chaque fois qu'on nous en rajoute une couche, être capable de surmonter ces nouvelles exigences en pensant que peut-être qu'il y en a d'autres qui ne pourront pas, et finalement on en sortira un avantage compétitif. Voilà. Et donc, mais en tout cas, je l'ai jamais pris comme une contrainte, même si je pensais que ça en était une, et je vendais ça comme un atout dont on devait se saisir. Mais évidemment, je pense que trop de réglementation tue la réglementation. C'est un peu comme l'impôt. Et je pense qu'on arrive à des excès qui ont d'ailleurs renforcé toutes les lois qui concernent, qui portent atteinte à l'innovation. Et donc, j'ai aussi des points d'inquiétude sur cette réglementation, sur les contraintes des études post-market qui sont maintenant demandées pour dire que ça va devenir extrêmement dur. Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Donc, beaucoup d'argent, ça veut dire quoi? Soit tu es effectivement une entreprise, une start-up ou autre chose qui a accès aux ressources financières. Ça a été le cas ces dernières années, mais on pourra peut-être le dire, mais ça c'est maintenant quand même beaucoup freiné. Ou soit tu t'appelles Medtronic ou un très grand groupe multinational, et puis bon, bah, évidemment tu peux financer tout ça. Donc, je pense que c'est quand même sur le fond. Le côté positif, c'est que je crois que ça renforce la sécurité sanitaire et donc ça, bien sûr, je considère que c'est une bonne chose. En même temps, la contrepartie, ça va être un frein ça va être un frein à l'innovation, et ça profitera qu'aux plus gros, de mon point de vue. Voilà. D'accord. Donc là, on a vu un petit peu ton parcours, on a abordé les éléments en lien avec cette fameuse transition réglementaire qui nous intéresse tous, là, nous, les acteurs du dispositif médical aujourd'hui. On va aborder un peu plus des aspects personnels de ta part, mon cher Christian. De quoi es-tu le plus fier, toi, dans ton parcours professionnel ou personnel, hein, parce que c'est aussi Ah ben alors, intimement lié. dans mon parcours professionnel, c'est d'avoir évidemment fait de Schiller Medical une entreprise extrêmement prospère, où il y a une très forte croissance des ventes, du chiffre d'affaires, que ce chiffre d'affaires a été généré par l'impulsion que j'ai donnée au niveau d'une politique de développement où j'ai alloué le plus de ressources financières possible. Et donc, nous avons sorti les plus beaux défibrillateurs et les plus performants défibrillateurs, notamment dans l'urgence, qu'on voit, qui équipent, par exemple, 80 des 100 S10 en France, des ECG d'accès au public que tu vois dans toute l'Europe, voire dans le monde entier. Donc voilà, on fabrique pas loin de 25 000 défibrillateurs à Wissembourg par an. Donc c'est effectivement considérable. Donc je suis très fier du travail des équipes, de ce que nous avons fait. Nous avons construit un nouveau bâtiment, tu le disais, en préambule, extrêmement moderne, avec des conditions de travail qui nous permettent d'assurer notre développement, des appareils qu'on a développés, qui se vendent très bien, et qui ont généré beaucoup d'argent. Et donc, Et, en fait, moi, je pars de l'entreprise, si tu veux, avec où il y a beaucoup d'argent, avec un chiffre d'affaires qui est dans une phase de croissance très rapide. Et donc, évidemment, je suis très fier de laisser une entreprise en bon état, où on a créé beaucoup d'emplois. On a aussi créé Schiller France. J'avais aussi créé Schiller France avant. Et donc, l'entreprise, là aussi, en France, se porte très bien. Donc, je suis très fier de de cette laisser réussite-là. une entreprise, Et voilà, laisser une ouais, entreprise en bon état. je veux pas dire de bêtises, non, mais en t'écoutant depuis le début, il me semble
j'espère que tu vas pas me contredire, que la SNCF utilise les défibrillateurs Schiller. Oui, tout Il à me semble fait. qu'ils sont. Et donc, du Alors, coup, ils pour sont toi, dans qui les est TGV, dans toutes les gares, oui, tout à dans fait. toutes les gares, et donc pour toi, peut-être que c'est un petit clin d'œil et peut-être que c'est aussi une fierté par rapport à la profession de ton père, en fait. Ah, alors, Non? mon père, Il c'est était marrant cheminot, d'ailleurs, tu as parce qu'on dit. on parle de cheminot, on s'imagine toujours un conducteur Ouais. de locomotive ou un contrôleur, parce Non, qu'en ouais. fait, et donc, non, non, mon père, il était bureaucrate à la SNCF, et donc, nous avons une appétence. Alors, on n'a pas tellement une appétence pour la SNCF, mais on a une appétence, parce qu'on est à la SNCF, on a une appétence pour le voyage, Le voyage. Florent. Et Et donc, je me souviens effectivement, que tu encore m'avais. aujourd'hui, j'aime beaucoup le train. Il y a Mais sûrement que là tu il y a un regrettais. atavisme, il y a un atavisme au train. Non, mais évidemment, on est fier de la SNCF est d'ailleurs une entreprise qui n'est pas que contre-performante. Je vais dire du bien de la SNCF parce qu'en fait, tout ce qui ne va pas au niveau des infrastructures sont liés à des décisions politiques depuis 30-40 ans qui sont complètement incohérentes et et qui ont détruit finalement les infrastructures dont nous souffrons. Mais comme tu le disais tout à l'heure, tu parlais de l'âge. Je suis pas sûr quand je parle, enfin je suis même sûr quand je parle à des jeunes gens de moins de 30 ans que j'allais plus vite en 1960 Ouais, c'est vrai, j'avais qu'aujourd'hui en TGV. On me regarde comme si j'étais un demeuré, mais effectivement j'allais au ski le vendredi soir avec le train de nuit qui m'amenait aux Arcs, que je skiais, je rentrais le lundi matin avec le train de nuit. Aujourd'hui ça c'est impossible. Il faut 4 heures de TGV en journée, il n'y a plus de train de nuit. Enfin bon, tout ça est devenu très très compliqué. Tu peux pas aller chez Maxialiste avec un train de nuit. Donc tu ouais. utilises ta journée quand tu vas à La Ciotat, tu utilises le TGV. Et donc tu dis que ça va très vite et je, je pense que ça va pas très vite. Euh, Sauf si, mais comme je sais que tu es travailleur, tu travailles bien sûr dans le TGV, mais enfin, c'est pas devenu terrible. Mais on s'écarte du Du sujet. sujet. Non, mais Du simplement sujet. pour dire que la SNCF est quand même une entreprise qui se montre quand même assez patriote en voulant privilégier les industriels, les industriels français, nonobstant les contraintes des appels d'offres, évidemment. Ok. C'est encore un autre sujet. Euh, Autre question, Christian, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont influencé dans ton parcours, ou dont tu t'es Euh, inspiré? alors oui, bien sûr. Euh, il faut que je les cite. Bah, si tu peux les citer, oui, en fait. Oui, C'est oui. c'est Alors, le but. dans ma vie, d'abord mes grands-parents, ensuite dans la vie civile, indéniablement Jean-Jacques Servan-Schreiber, euh, Alain Minck. C'est-à-dire, c'est pas par hasard. Et quand même le curieux, le destin, finalement, je me retrouve avec Alain Minck au monde, mais effectivement, une grande admiration pour Alain Minck. Euh, 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 qui d'autre encore? Je pourrais citer une multitude d'acteurs dans le cinéma ou dans la musique. Je sais pas, par exemple dans le jazz, Stéphane Grappelli. Euh, Tu es un euh, passionné de jazz, toi. Pardon? Tu es un passionné de jazz. Ah, je suis un passionné de jazz. Alors, j'ai pas de culture musicale, Florent. Évite de me poser des questions, s'il te plaît. Non, non, je ne sais pas, Non, tu non, parce évoques. que non, alors je n'ai pas d'éducation, D'accord. je n'ai pas d'éducation musicale. Voilà. Donc, Et alors, mais effectivement, justement, alors, j'aime le jazz, je j'écoute voulais- parce que, en plus, la musique est beaucoup plus accessible maintenant avec les différentes différentes plateformes musicales. Donc, effectivement, tu as l'occasion et l'opportunité d'écouter beaucoup de musiques différentes parce qu'elles te sont accessibles sur les différents sites comme Deezer, Apple Music, ouais. Spotify, Mais, etc. mais, C'est super. mais
Mais Christian, loin de moi l'idée de te piéger sur cette question sur le jazz, mais alors, justement, mais par rapport à tes passions, donc là on a parlé de l'art africain, là aujourd'hui tu as un peu plus de temps de libre, mais encore que je sais pas, parce que tu es quand même mobilisé sur plein d'aventures, plein de projets, mais qu'est-ce qui te passionne toi dans la vie au Alors, quotidien? alors effectivement, donc si tu veux, j'ai une appétence pour l'architecture, architecture design, mais plutôt architecture. Je suis comment te dire, un admirateur du mouvement du Bauhaus, qui était créé dans les années 20, et donc la traduction en France d'architectes évidemment très connus comme Le Corbusier, Jean Nouvel et bien d'autres. Donc architecture design, mais architecture, et ensuite l'art contemporain en général. Et il se fait que je me suis concentré, après avoir une période d'intérêt pour l'abstraction, je dirais d'abord le surréalisme, ensuite l'abstraction, et en fait, je me suis quelque peu, parce qu'on peut pas tout faire, je me suis spécialisé dans l'art contemporain africain. Et donc, pourquoi je me suis passionné dans l'art contemporain africain? Tout simplement parce que mon fils m'a fait découvrir l'Afrique noire, notamment le Burkina Faso, qu'il a créé à Francfort une entreprise de design ethnique d'Afrique de l'Ouest, qui s'appelle Mougou, sans faire de publicité. Et donc, de là, j'ai fait la connaissance d'artistes d'Afrique de l'Ouest, et que, au fur et à mesure des acquisitions d'œuvres que je faisais, de l'accessibilité de ces artistes, de la connaissance des principales galeries parisiennes et autres, des maisons de vente. En fait, finalement, c'est un écosystème où bah, rapidement tu connais plein de monde. Et ben, je prends l'initiative à l'occasion d'un salon qui s'appelle ACA de toujours faire une soirée à la maison où j'invite un artiste africain et des acteurs présents sur l'art contemporain africain. Et naturellement, je vais en Afrique au moins une ou deux fois Par dans an. l'année. Hmm. Ouais. C'est beau. Allez, on va finir par les questions traditionnelles, les questions perso où on répond et on essaie de répondre rapidement. Est-ce que tu as un film ou quel est le dernier film que tu as vu par exemple? Qu'est-ce que tu peux me dire? Tu Alors, connais ma passion pour le alors, cinéma? alors effectivement, j'ai un film qui m'a marqué dans ma vie. Ce sont Les uns et les autres de Claude Lelouch. C'est le Euh, deuxième. Tu es le deuxième. C'est marrant parce que là, il y a 5 jours, je faisais un podcast précédent avec Cécile, une avocate du cabinet de Gaulle Florence, qui me disait aussi que c'était les uns et les autres. voilà, alors donc c'est le plus beau film que j'ai vu, en tout cas pour lequel j'ai ressenti le plus de sentiments, parce qu'en fait il retrace euh, euh, l'évolution d'histoire de de d'avant, fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à de façon contemporaine, dans des histoires qui me frappent, de la Deuxième Guerre mondiale, des conflits franco-allemands, de la réconciliation, des guerres euh, euh, du, de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi de l'antisémitisme, euh, de, de tout ce qui a caractérisé également les guerres coloniales d'Algérie, etc., des dictatures, notamment dans le bloc de l'Est, enfin, tout ça, et puis bien sûr, film merveilleux qui se termine avec Nureyev sur le Trocadéro, voilà, et de peuple réconcilié. Et je trouve que c'est vraiment mis remarquablement, enfin Lelouch, qui est bien sûr une personne remarquable, parce que je pourrais citer tous ses films. Ok. Et voilà, bon, ça m'a beaucoup, c'est un film qui Ça m'a a beaucoup beaucoup marqué. ému. Ouais. Et voilà. Ok. Une boisson et un plat préféré. Question. Alors, une boisson, et quoi tu dis? Et un plat. Un plat préféré. Un plat. Alors bon, la boisson. Bon, donc d'abord, je dois te dire que je ne suis pas
un homme toujours très très raisonnable. Euh, et j'ai quand même une appétence pour le vin rouge et blanc. Quand il est blanc, c'est le Pouilly-Fuissé ou le Muscat d'Alsace. Et dans les rouges, sont quand même les Bourgognes. Je citerai aussi les Bordeaux. Mais bon, j'ai quand même voilà, j'aime. Et puis alors, j'ai aussi la chance de partager ma vie entre Paris et Nîmes. Donc évidemment, j'apprécie, j'ai appris à apprécier les vins du Languedoc. Je peux notamment citer le Pic Saint-Loup. Ok, très Alors bien. les plats, Et un c'est les plat? vins. Alors tu sais les vins à cette veau à la zurichoise, que veux-tu quand on va sans arrêt en Suisse, voilà, on aime les émins à cette veau à la zurichoise, avec des C'est bien. röstis. Avec Voilà. des rushti. Avec des Avec rushti, des bien sûr. röstis. Un livre ou un auteur que tu recommanderais, un livre qui t'a marqué. Alors, oh là, un livre, un auteur. Alors, euh, Thomas Mann, dans la famille Brokenbrock. Ok. Si tu étais un personnage historique Un personnage historique. d'aujourd'hui ou un héros fictif, hein, tu Alors, serais. euh, alors un personnage historique. Alors, un personnage historique, alors ça pourrait être quelque part, on pourrait dire un Napoléon, parce que tout le monde le connaît. Mais non, finalement, je dirais Jean Monnet. Ouais, Jean Monnet, parce que finalement, c'est un des pères de la construction européenne. tout à Mais fait. je pourrais citer Schumann, je pourrais aussi citer facilement Charles de Gaulle, mais que dans la partie résistance, euh, mais pas en revanche. Enfin, je dirais dans l'homme de la Deuxième Guerre mondiale, mais pas dans l'homme de 1958. Ok. Et enfin, pour dernière question, si tu étais un DM ou si tu devais inventer un DM, à part le défibrillateur peut-être, mais ce serait lequel? Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fascine? Alors, ce que je trouve fascinant, c'est d'abord le développement des technologies, des startups qui trouvent des solutions absolument exceptionnelles. Et donc, indéniablement, on trouve qu'on fait des progrès extraordinaires. Et tout ce qui est DM et qui amènerait ou qui amène des solutions au traitement du cancer, je pense ablation non invasive du poumon. Je dis ça parce que je suis fumeur. Et donc, et donc évidemment, m'enthousiasme beaucoup. Merci beaucoup, Christian, pour ce très beau moment. On se retrouve très bientôt pour un autre podcast. À très bientôt. Ah, merci Florent et très bonne journée à toi. Merci à toi.